Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, y compris au fond? Ouais, super. Bon, donc déjà un grand merci à Olivier Malapert et à la Société académique pour l'invitation. Voilà, c'est extrêmement appréciable aussi d'aller parler devant un public qui n'est pas forcément historien. Et en l'occurrence, j'ai fait un petit effort pour lorgner du côté de l'architecture, même si, comme vous l'avez observé sans doute dans la présentation faite par Olivier Malapert, je ne suis pas architecte. Voilà. Je suis simplement historien de l'urbain, donc ce soir, ça va être une conférence d'histoire urbaine avec de vrais morceaux d'architecture dedans, je vous rassure. Ça va être une conférence, en fait, 2 en 1, où je vais commencer par présenter mes approches de thèse, donc qui ont porté sur les rues de Lyon. Voilà, on va d'abord aller courir les rues de Lyon de manière un petit peu générale en présentant donc les approches et les quelques résultats de ce que j'ai pu retenir de cette thèse. Et puis ensuite, on va aller courir vraiment une rue de Lyon, en l'occurrence la montée de Choulan. Voilà, j'avais symbolisé ça sur cette image qui était dans la petite présentation de la conférence. Bon, première partie, on va être plutôt sur le premier plan, l'aménagement des rues vraiment matériel, concret. Voilà, son bitume, son mobilier urbain, son marquage au sol. Et puis ensuite, on fera une petite traversée sans emprunter le pont, on va y aller directement par la montée de Choulan et particulièrement l'aménagement du bas de cette montée avec cet immeuble enserré dans la boucle autoroutière du tunnel de Fourvière, qui est quelque chose d'absolument fascinant. Enfin, j'espère que vous partagerez ma fascination pour cette œuvre architecturale. Voilà, donc pour commencer, la thèse, ça s'intitulait de manière un petit peu barbare et sans doute trop longue du macadam au patrimoine, modernisation de la voirie et conflits d'usage, l'exemple de Lyon, fin 19e, fin du 20e siècle. Bon, le but, en gros, c'était d'étudier comment est-ce que la fabrique de la rue a évolué. Et à travers ce terme de fabrique, je voulais vraiment englober le système de production de la rue. C'est-à-dire à la fois les évolutions du point de vue de ses acteurs, qui fait la rue, comment les liens entre les techniciens et les politiques notamment. Et puis surtout, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Je voulais vraiment étudier les rues du point de vue des paysages. Expliquer très prosaïquement comment est-ce qu'on passe, par exemple, du pavé au bitume pour les revêtements de chaussée. Et pour ça, j'ai dû étudier également tous les débats autour de la rue, autour de ce que doit être une rue, de qu'est-ce qu'une rue moderne ou pas, qu'est-ce qu'une rue jolie ou pas. Et bon, vous vous doutez bien que la signification de ces termes assez vagues a pu varier entre les époques. Et pour étudier tout ça, j'ai pris un angle d'attaque assez précis qui est celui de l'adaptation aux évolutions des mobilités. J'ai choisi cette période du XXe siècle tout simplement parce que c'est la période de développement des moyens de transport modernes. Fin XIXe siècle, c'est les premiers tramways qui arrivent à Lyon dans les années 1880. Et fin du XXe siècle, c'est la politique d'espace public menée sous Michel Noir. Et puis continuer, en fait, qui se poursuit encore aujourd'hui. Voilà. Donc la clé de lecture, c'est de dire en gros comment est-ce que les rues ont changé sous l'effet des évolutions des mobilités. Bon, comme on ne pouvait pas non plus faire les archives de toutes les rues, dans la mesure où il y a un petit peu plus d'1 millier de rues à Lyon au cours du XXe siècle, que comme humain tout seul, avec une durée limitée pour faire la thèse, en l'occurrence 4 ans, il a bien fallu faire des choix. J'ai choisi 6 études de cas de rues dans l'espace lyonnais. Bon, le choix, c'est en partie fait pour avoir un panorama de la diversité des rues. Voilà, j'en ai pris des petites, des grandes, des monumentales comme la République, dont vous pourrez découvrir quelques extraits de mes travaux dans l'exposition qui est en train d'être montée là dans le hall des archives. Voilà, je fais un petit peu de pub en passant. Hein. Une exposition coproduite par la Société académique d'architecture d'ailleurs. Donc voilà, j'ai choisi des grandes rues comme celle-ci, mais aussi des rues un petit peu plus petites et un peu moins exceptionnelles, telles la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement. Bref, voilà, une certaine diversité de contextes et de paysages de rue. Voilà, rassurez-vous, aujourd'hui, on va en voir surtout une. Donc ces rues,
ces 6 rues, j'ai essayé d'en dépouiller toutes les archives sur le XXe siècle. Donc, j'ai passé beaucoup de journées aux archives municipales, un petit peu aussi aux archives départementales, aux archives du Grand Lyon. Et puis, je suis allé voir aussi quelques archives d'associations qui ont pu être concernées de près ou de loin par l'aménagement de ces rues. Ça a donné des sources extrêmement diverses, dont je vous ai mis un petit échantillon ici. Voilà, il y avait un petit peu de tout dans ces archives. On avait des textes avec des rapports techniques sur la voirie, des textes aussi, ça c'était dans les archives des services techniques, ce qu'il y a sur la droite, des pétitions de riverains. C'est super intéressant parce que ça montre aussi la vision qu'ont les gens, les usagers de leur rue et ce qu'ils auraient envie de faire ou ce qu'ils auraient envie qu'on fasse de leur espace de voirie. Bon, j'ai aussi compulsé pas mal de plans, tel celui-là dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, pas mal de documents sur les mobilités, notamment sur les accidents, la manière dont fonctionnaient ou pas les tramways. Bref, tout ce qui aurait pu contribuer à expliquer les évolutions des rues. Quelques résultats. Bon, sachant que c'est une thèse, c'est 4 ans, je ne prétends pas non plus que établir une vérité définitive. La recherche, c'est fait pour être revue, révisée, complétée, voire parfois contredite. Donc là, c'est simplement quelques petites choses que j'ai pu tirer de ma thèse en termes d'enseignement pour expliquer ces évolutions matérielles des rues. Bon, un premier résultat dont j'avais envie de vous parler, c'est que les transformations des rues, les aménagements, sont vraiment le produit de leur époque. Ça paraît un petit peu évident comme ça, mais on n'a pas la même idée de ce qu'est une rue dans les années 1880, dans les années 1920, dans les années 50. Et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que finalement, ces différentes visions des rues, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire, c'est pas on va remplacer la vision d'une rue par une autre. Tout ça se superpose. Et typiquement, c'est ce que je voulais illustrer par ces images de travaux de voirie prises assez récemment dans le quartier Saint-Louis. Voilà, quand je me balade en ville, je regarde pas forcément beaucoup en l'air, je regarde plutôt par terre. Et quand il y a des travaux de voirie, j'aime bien prendre des petites photos comme ça. Bon, on voit que on a vraiment des couches de revêtements de chaussée qui sont des témoins des différentes époques. Effectivement, le bitume, qui est là à Lyon, en gros, depuis les années 30 à 60, selon les rues, qui est évidemment régulièrement refait, souvent dessous, on a laissé la couche des pavés, qui eux étaient là, parfois, depuis beaucoup plus longtemps, depuis, en gros, entre le milieu et la fin du 19e siècle. Et donc tout ça, ça se superpose. C'est des solutions qui se superposent. De même, si vous avez la curiosité de regarder un petit peu le mobilier urbain des rues, depuis les années 2000, il y a une volonté des pouvoirs publics à Lyon de faire quelque chose d'unifié, les mêmes modèles de mobilier pour avoir une harmonie à l'échelle métropolitaine. Et puis des fois, au détour d'une rue, paf, on tombe sur un abribus des années 80, qui est toujours là. Ou vous regarderez peut-être, si vous passez par le pont de l'université, un lampadaire différent des autres. Voilà, c'est des petites curiosités comme ça de la ville qui sont tout à fait explicables par les archives, et notamment les archives des services techniques. Deuxième résultat de cette thèse, c'est le rôle extrêmement important des jeux politiques dans l'aménagement de la voirie. Parce qu'au départ, moi, quand je me suis lancé dans la thèse, je me suis dit, les mobilités, tout ça, c'est des questions techniques. Les techniciens parlent aux techniciens, des ingénieurs bien rationnels qui vont choisir la meilleure solution pour tel ou tel problème de voirie ou de mobilité. Bon, je partais sur faire une histoire des techniques. En fait, on se rend compte que le rationnel, il est assez rarement là. La plupart du temps, c'est simplement des arguments rationnels pour justifier des choix politiques. Et clairement, sur l'aménagement des rues, comme sur le reste, ce sont les débats politiques qui président au devenir des infrastructures de voirie. Et là, j'avais mis quelques exemples, avec à gauche un projet non réalisé de carrefour souterrain sur la place Bellecour, donc côté nord-est, la place Leviste,
à l'entrée là, de la rue de la République. Ça avait l'air franchement d'un truc magnifique. Un rond-point piéton en sous-sol pour que les piétons puissent traverser la place Bellecour sans se faire écraser par les voitures, avec en plus un modèle économique soutenu par la présence de magasins tout autour. En gros, on était là ni plus ni moins que dans un prototype de ville souterraine assez innovant pour l'époque, façon Montréal, mais bon, évidemment, en un petit peu plus petit. Bon, seulement, ce truc-là, il y a un moment, on a un petit peu manqué de sous pour le faire, et notamment des subventions de l'État. Et il a été décidé par la municipalité Pradelles, donc on est en 63, c'est Louis Pradelles qui est maire de Lyon, de ne pas financer ce projet à 100% sur finances municipales. La décision, en gros, a été de dire on attendra des moments un petit peu plus favorables pour un financement étatique. Bon, ce qui revient en fait à enterrer le projet, mauvais jeu de mots inclus. Parce que bon, ensuite, à cet endroit-là, une quinzaine d'années plus tard, le terrain va être percé pour faire le métro. Donc, adieu le giratoire et bonjour ce que j'ai mis à droite, les rues piétonnes. Là aussi, c'est un excellent exemple de concrétisation vraiment dans l'espace matériel de la rue des débats politiques. Là, sur les rues piétonnes, mais j'en parlerai peut-être sur d'autres conférences, au départ, la municipalité Pradelles n'était pas franchement pour. Le contrat de départ, c'était de dire on fait le métro et puis ensuite on rebouche le trou et on refait une rue exactement comme elle était avant. Donc 2 fois 2 voies, du bitume, du beau marquage au sol. Voilà. Bon, sauf qu'il y a eu des pressions sur la municipalité de la part, c'est une sorte de coalition en fait informelle, à la fois des commerçants du quartier, d'une association de défense des piétons qui s'appelle Les Droits du Piéton, qui existe toujours aujourd'hui, et puis voilà, d'un certain nombre d'associations locales, de commerçants et de riverains, qui ont fait pression pour l'idée de piétonisation de la rue de la République, y compris en démontrant que économiquement ça avait du sens. Et donc finalement, ça s'est joué en à peine 2 ans. Le moment de basculement entre la solution rue de la République standard et la solution rue de la République piétonisée. Alors que les projets métro de Lyon, c'est des trucs qui ont été planifiés sur 10 à 20 ans. Voilà. Et en à peine 2 ans, retournement de situation, on finit avec une rue piétonisée et des aménagements particuliers. Voilà. Un exemple donc pour illustrer la force des jeux d'acteurs et des politiques en ce qui concerne le paysage des rues. Dernier point que je voulais souligner sur les résultats de cette thèse, quelque chose de constant pour le coup, cette notion de modernisation que j'avais pris donc comme notion centrale dans le titre, tout simplement parce que c'est du vocabulaire utilisé par les ingénieurs, notamment les ingénieurs des ponts et chaussées dans les années 50, qui veulent moderniser la voirie. Et pour eux, c'est la force de l'évidence. Moderniser, c'était en gros bitumer les rues, élargir les chaussées, réduire les trottoirs, optimiser la circulation, quoi. Alors qu'en fait, c'est une notion qui n'a absolument rien d'évident. C'est un argument pour pousser un type de projet plutôt qu'un autre. Voilà. Et on voit le retournement en la matière à partir des années, en gros dans les années 80, en fait, 70-80, de aménager les rues pour la circulation versus aménager les rues pour des usages beaucoup plus divers. Voilà. Pour faire tenir aussi des piétons tranquilles qui flânent, pas forcément qui circulent, des 2 roues. Là, on commence timidement à voir apparaître un petit vélo à côté de l'énorme bus. Bon, question sécurité, franchement, j'aimerais pas être dans cette rue. Et bon, voilà. Et puis, le retour de la végétation en ville qui commence timidement à arriver dans l'esprit des aménageurs. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des paradigmes, donc des cadres de pensée, on va dire, qui ont évolué. Donc, la définition d'une rue moderne d'une époque à l'autre n'est absolument pas la même. Et ça, c'était intéressant, enfin en tout cas ça m'a intéressé dans cette thèse, d'aller approfondir les chronologies. Voilà, comment on est passé d'un modèle de rue à un autre, et comment on a essayé de faire des transitions. Alors, c'est un petit peu... Voilà, souvent c'est des modèles qui coexistent, plus qu'une transition. Mais
Mais voilà, c'était intéressant donc de voir les chronologies et les choix politiques qui ont déterminé tout ça. Ce que cette thèse a apporté aussi, outre les résultats, c'est le fait d'avoir exploré quelques nouvelles voies. Voilà, c'est bon. Je fais un petit peu des choses dans cette thèse qui sont pas forcément courantes en matière historique, notamment l'étude du mobilier urbain. Voilà, ces petits accessoires, là on appelait ça des accessoires de voirie au XIXe siècle. Maintenant on appelle ça mobilier urbain. Merci J.C. Decaux. C'est des petits éléments qui, mine de rien, sont tellement ordinaires qu'on n'y fait pas attention. Mais quand ils sont pas là, la rue est pas la même. Et ça fait partie de l'urbanité. Ce qui fait aussi qu'on se sent dans une grande ville, c'est la présence de tous ces petits éléments, voilà, des lampadaires, des bancs, des bornes, des panneaux de signalisation. Voilà, c'est mine de rien quelque chose de tout à fait constitutif de la rue. Voilà. Et j'ai notamment étudié la place de J.C. Decaux à Lyon, qui est en fait assez particulier parce que c'est à Lyon que J.C. Decaux a fait son premier abribus, 1965. Et puis par la suite, l'emprise de J.C. Decaux sur les paysages des rues s'est accrue. Là, on a typiquement, donc on est au début des années 80, on a typiquement un paysage modelé par Decaux. Là, tout le mobilier urbain, c'est fabrication standard Decaux. L'abribus, comment ils appelaient ça ? Parasol, en plus. Des dénominations commerciales absolument charmantes. Voilà. J'aurais envie de l'acheter pour ma terrasse. Des lampadaires, la crêperie en kiosque Decaux. Bon, voilà, c'était le package de la rue des années 80, quoi. Là aussi, il y aurait, je pense, une étude sur les formes architecturales à faire qui serait assez fascinante. Bon, mais j'ai pas tellement les compétences en architecture pour ça, malheureusement. Autre domaine que la thèse a permis contribuer un petit peu à défricher, c'est cette question des rapports entre ville et automobile. C'est une question qui se pose beaucoup actuellement chez les urbanistes. Voilà, ça les préoccupe pas mal. Chez les historiens, beaucoup moins. Et pourtant, ça serait quand même drôlement intéressant de revenir un petit peu en arrière. Ce que j'ai pu observer, par exemple, dans cette thèse, c'est que le côté adapter la voirie à l'automobile, bon, déjà, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas l'automobile elle-même qui a mangé la voirie, c'est que c'est un consensus, quoi. C'est que dans les années 50, 60, la plupart des gens étaient tout à fait d'accord pour qu'on fasse des aménagements pour améliorer la circulation. Mais ce que j'ai découvert surtout à travers cette thèse, c'est que cette tendance-là, elle ne date pas de l'automobile. Avant l'automobile, pour les tramways, il y a eu également des adaptations de voirie. Des endroits où on a délibérément fait des aménagements pour faciliter la circulation, parfois au détriment d'autres usages, notamment les usages commerciaux, les étalages, les terrasses de café, voilà, pour faire davantage de place à la circulation. Donc finalement, quand on dit oui, l'automobile a mangé la ville, tout ça, non. C'est à inscrire dans une tendance plus globale qui fait que la circulation a été considérée progressivement comme l'usage principal de la rue. Et ça, c'est une tendance de fond qui commence en fait à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Donc pour le coup, c'était intéressant vraiment de faire de l'histoire de longue durée. Et puis, ça sert à relativiser un petit peu ce genre de clichés sur Pradel, le bétonneur de Lyon, la voiture, etc. Là aussi, il faudrait une conférence entière sur l'action de Louis Pradel, parce que dans le genre débat, c'est pas mal. Et puis enfin, donc c'est bon, je voulais insister un petit peu là-dessus, cette question des chronologies de la rue, qui est, chaque rue, c'est ce que j'ai pu découvrir avec mes 6 études de cas, en fait, chaque rue a sa propre chronologie. Elles ne sont pas aménagées en même temps, de la même manière. Il y a vraiment adaptation à chaque contexte. Donc, chaque rue a sa propre chronologie et chaque élément de la rue a sa propre chronologie aussi. L'histoire du mobilier urbain, ce n'est pas exactement les mêmes dates ni les mêmes temporalités que l'histoire des revêtements ou encore des rails de tramway. Voilà. Donc, c'est quelque chose de tout à fait indépendant de l'histoire politique. Voilà. Donc ça, c'était l'aspect un petit peu général des approches de ma thèse et de ce que ça a pu un petit peu apporter. On pourra y revenir tout à l'heure, si vous voulez. À présent, on va aller courir une rue précise. En l'occurrence, pas loin d'ici, juste en face. J'ai intitulé ça l'impossible urbanisme parce que vous allez voir la montée de Choulan,
les Lyonnais et ceux qui pratiquent cette montée le savent, c'est pas franchement la rue la plus pratique à la fois à circuler et à aménager, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a eu un certain nombre de péripéties politiques qui ont fait que c'était d'autant moins facile d'arriver à faire quelque chose avec ces rues. Voilà. Tout simplement parce que déjà, cette rue doit s'adapter au relief de la colline de Fourvière. Et ça, donc, dès la création de la voie, ça a été une problématique. Donc cette voie a été créée en gros dans les années 1860, dans le but, c'est d'ailleurs sa fonction actuelle, de faciliter la circulation et de faire une autre voie pour descendre de la colline de Fourvière. Parce que bon, la montée du chemin neuf, dans le genre pas pratique à circuler, c'est pas mal non plus. Sachant que bon, la montée de Choulan, on a des pentes jusqu'à 7,5%. Et l'inconvénient, c'était surtout, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, heureusement, sa largeur. Par endroit, on avait simplement 6 mètres de largeur, ce qui en gros est juste assez pour permettre à 2 véhicules de se croiser. Et puis il ne faut pas qu'il y ait des piétons sur le côté, quoi. Voilà. Donc des pentes, 6 mètres de largeur par endroit, 1800 mètres de longueur, donc on est quand même sur une rue plutôt longue, et pendant une grande partie de la période que j'ai étudiée, 2 lignes de transport en commun qui circulent dessus. Donc c'était les bus 29 et 30. Aujourd'hui, ça doit être le C20 et le 29, je ne sais plus. Peut-être qu'il a changé de numéro. 21 ? Bon, merci. Donc voilà, c'est amusant aussi la persistance des réseaux de transport sur la durée. Bon, comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, cette rue a fait l'objet d'une gestion partagée entre la ville et l'État entre les années 30 et les années 70, puisque dans les années 30, elle est récupérée pour devenir une partie de la route nationale 7. Voilà, elle n'est pas aussi célèbre que le reste du parcours, mais ça a quand même été assez fort du point de vue de la circulation et ça a posé quelques petits soucis pour son aménagement. On le verra juste après. Donc c'est une rue qui est assez diverse, à la fois dans sa morphologie, dans son tracé et dans ses usages. Ouais, la couleur ressort peut-être pas forcément, mais bon. On peut distinguer plusieurs parties, en gros. La partie donc, du bas du pont Kitchener jusqu'ici, le carrefour des 3 artichauts. Ou d'ailleurs, je ne sais pas le rapport avec les artichauts, mais bon. Voilà. Il reste plein de choses à découvrir en histoire, hein, heureusement. Donc là, sur cette partie-là, on est plutôt dans une voie vraiment dédiée à la circulation et très peu densément urbanisée. Encore aujourd'hui, on n'a pas énormément d'immeubles autour, surtout des grandes bâtisses, des grands parcs. Et puis ensuite, une autre partie ici, donc un petit peu plus rectiligne, et là, beaucoup plus densément urbanisée. Et clairement, on est sur une rue assez classique, d'un quartier périphérique assez peu dense. Bon, ici, c'est une image des années 70. Aujourd'hui, la circulation est franchement plus dense à cet endroit-là. Voilà. Donc finalement, c'est une rue qui est aussi assez difficile à gérer parce que les fonctions sont variées. Les fonctions, les conditions, le relief, etc. Voilà. Pour les techniciens, gérer une rue pareille d'un bout à l'autre, c'est un vrai casse-tête en fait. Voilà. Donc assez difficile de donner une cohérence à cette rue. Pourtant, les pouvoirs publics ont essayé quand même. Et c'est ce qu'on va voir donc maintenant. Alors, au départ, donc simplement, Choulan, c'est une voie de liaison entre aires numéro 5. Bon, chemin vicinal, ça veut dire que c'est géré par un service de voirie particulier qui s'appelle le service vicinal du Rhône, qui est en fait un peu entre deux. C'est-à-dire la municipalité a un certain droit de regard dessus, dans la mesure où elle abonde largement dans le budget du service, mais c'est un service qui dépend du préfet du Rhône. Donc, en termes de gestion, c'est des allers-retours incessants entre les administrations, et surtout, c'est un service qui a un budget absolument ridicule, dans la mesure où le département du Rhône a son service de voirie, le service ordinaire des ponts et chaussées, et la municipalité de Lyon a son service de voirie aussi, le service municipal de voirie. Donc, en gros, ces voies-là, ces chemins vicinaux, sont plutôt défavorisés, point de vue aménagement et point de vue budget. Une illustration là, cette
cette image du vélo à la remorque du tramway là, que je vous ai montré juste avant. Si on se penche sur la voie proprement dite, bon, on voit que niveau aménagement, sur les abords, ils ne se sont pas trop foulés, hein, en mobilier urbain et tout. Il n'y a clairement pas grand-chose. Mais c'est surtout que c'est une voie qui, à part, qui est pavée donc, sur la section où il y a le tramway, histoire d'avoir un revêtement un petit peu solide pour les rails, histoire d'éviter que ça déraille complètement, quoi. Mais par contre, autour, c'est un revêtement en empierrement, c'est-à-dire en gros des gravillons. Donc on n'a pas le beau tapis de bitume qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette montée. Bon, typiquement, ce genre de revêtement, qui est mais alors une horreur absolue à circuler, c'est extrêmement rare dans les rues des années 1930 à Lyon. 1930, la plupart des grands axes sont recouverts d'un bon goudron bien lisse, et les autres sont pavés sur toute leur longueur. Voilà. Donc ce chemin-là, c'est vraiment le truc, d'ailleurs ils appelaient ça chemin de Choulan, c'est dire à quel point c'était pas tellement bien considéré. Du coup, ce qu'on trouve dans les archives là-dessus, c'est des plaintes de riverains sur le mauvais état de la chaussée, sur le mauvais état d'entretien, parce que l'inconvénient d'une chaussée comme ça en empierrement, c'est que c'est assez difficile à nettoyer, à laver, et ça l'était pas très souvent a priori. Donc voilà, c'est pas une voie qui est forcément très favorisée dans les aménagements. Ça commence à préoccuper les pouvoirs publics dans les années 1910, parce qu'à partir de là, le trafic automobile commence à prendre de l'ampleur, et il y a notamment le phénomène du tourisme automobile qui arrive. Et donc, une des préoccupations du maire de Lyon, donc qui est Édouard Herriot à cette époque-là, c'est de permettre aux touristes d'accéder correctement à Lyon. Et notamment, il est interpellé par le syndicat d'initiative qui constate que les routes nationales sont assez mal signalées et que beaucoup de touristes préfèrent éviter Lyon pour éviter les encombrements. Ça nous rappelle des trucs. Et ils préfèrent, pour aller de Paris à la Méditerranée, passer par Roanne. Bon. En bon lyonnais chauvin, vous allez me dire, mais quelle idée. Voilà. Le fait est qu'à l'époque, les accès à Lyon étaient jugés suffisamment difficiles, compliqués et encombrés pour que les gens aient envie de faire un détour de quelques centaines de kilomètres pour rallier le sud. Donc, là, pour les pouvoirs publics lyonnais, c'est quand même assez dramatique de perdre des touristes comme ça. D'où des projets d'aménagement qui commencent à être imaginés et qui concernent en partie la montée de Choulan. Le plus impressionnant, c'est celui-là. Il va y avoir aussi quelques développements sur ces documents dans l'exposition, parce qu'à terme, il s'agissait de le relier à la rue de la République. Un magnifique boulevard en corniche, donc aménagé sur la colline de Fourvière, pour en gros que les touristes aient un magnifique belvédère sur Lyon depuis leur voiture, et puis qu'ils puissent traverser tranquillement cette colline. Et donc, ça débouchait tranquillement ici, Saint-Irénée, sur notre bonne vieille montée de Choulan. Et puis au milieu, accessoirement, des projets de tunnels qui anticipent un petit peu le tunnel sous Fourvière, mais pas au même endroit, mais quelque chose d'un peu moins sérieux. Le boulevard en corniche, il y a eu vraiment des études dessus, topographiques, faites par les ingénieurs de la ville. Et puis un petit début de réalisation dans les années 1930, dans le cadre de travaux de lutte contre le chômage, pour occuper les gens en gros. Si vous vous baladez aujourd'hui du côté du lycée Saint-Just, entre le lycée Saint-Just et le collège, anciennement lycée-collège Jean Moulin, il y a une espèce de grand mur là qui était une partie de ce boulevard en corniche, voilà, qui est en gros par ici. Bon, on fait du vestige en passant. Bon, avec ce projet-là, il ne concerne pas directement la montée de Choulan, mais évidemment, l'ambition, c'est de faire des voies à grande circulation. Donc, ce qui va avec, c'est un projet d'élargissement des voies de la montée. Et donc, le principe, c'était de dire, les voies de la montée de Choulan, on va les élargir, parce que 6 mètres par endroit, quand même, ça fait un petit peu court. Et on va partir sur 14 mètres. À dire, en gros, on va tripler la largeur de la rue. Même un peu plus que tripler. Donc, en termes de coût, de terrain à racheter pour faire ça, c'était quand même un projet assez énorme, ce qui explique qu'il n'ait pas été réalisé tout de suite. Bon, ça, c'est les projets à partir des années 1910. On arrive aux années 30, rien n'est réalisé, voilà, parce que
la guerre, derrière la crise économique 1929 et les années qui suivent. Voilà, ce n'est pas des périodes très très propices pour ce genre de grandes réalisations. Du coup, on arrive en 1930. La montée de Choulan, c'est toujours un chemin plus ou moins bien aménagé, on l'a vu. Et c'est là qu'un transfert d'attribution est décidé entre la ville et l'État. L'État prend en charge ce chemin, l'intègre au parcours de la route nationale 7. Ils appellent ça donc route nationale 7E, avec un E pour embranchement, parce que c'est pas le parcours d'origine de la nationale 7. Voilà. Le parcours de la N7, en fait, il est là et puis il débouche ensuite sur il rejoint la 6, là-haut. Bon, et là, c'était un côté alternatif pour rejoindre Lyon plus directement. Hop. Et donc l'État reprend cette route avec l'ambition de l'élargir et là je reprends le vocabulaire des ingénieurs de l'époque, de la moderniser. C'est-à-dire concrètement de mettre du bitume, de la signalisation, etc. Voilà, donc ça devient route nationale 7 et là s'ouvre un nouveau moment d'aménagement de cette montée de Choulan. Les ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont un petit peu plus ambitieux que ceux de la ville, ils tapent carrément sur un élargissement à 18 mètres au lieu de 14. Il y a un petit côté qui dit mieux. Ils lancent des travaux dès 1932 sur certaines portions de la montée. Bon, pas celle-là, visiblement. Mais ça ne suffit pas à concrétiser l'élargissement de l'axe entier, notamment parce qu'il y a conflit avec la ville sur la question de l'achat des terrains. Parce que pour élargir la rue, il y a un moment, on ne peut pas pousser les murs, enfin plutôt si, on va pousser les murs, mais pour pousser les murs, il faut racheter les bouts de terrain aux propriétaires riverains de la voie. Et ça, l'administration d'État, le coût de ces achats de terrain, ils ont chiffré, ça fait beaucoup, ils n'ont pas tellement envie de l'assumer, donc ils essayent d'avoir des arrangements avec la ville pour que, en gros, l'État, par les ingénieurs des ponts et chaussées, s'occupe d'aménager la voie et la ville s'occupe d'acheter les terrains. Bon, puis il y a un petit côté donnant-donnant, voilà, ça va améliorer la circulation pour tout le monde va être content. Sauf que du côté du conseil municipal, voilà, on n'a pas tellement envie de mettre des sommes énormes pour racheter des terrains et confier les travaux à l'État. Donc bon, il y a tout un ensemble de péripéties dont je vous passe les détails techniques sur ces accords-là. Ça finit finalement par une deuxième campagne de travaux en 1906. Et puis, par contre, la ville refuse catégoriquement d'acheter certains des immeubles de la montée parce qu'ils sont jugés trop chers. Les propriétaires en demanderaient trop cher. Donc la ville dit non, moi à ce prix-là, j'achète pas. Donc résultat, fin des années 30, on a une voie qui est partiellement élargie. Certaines portions larges, 10, 14, 18 mètres, et puis d'autres portions encore à 6, 8, 10 mètres. Bon, donc là, en termes de cohérence, absolument rien. Bon, et il ne se passe pas grand-chose dans les décennies qui suivent. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer rapidement. Voilà. Il y a des grands plans, des grands projets, mais concrètement, on en est toujours à cette situation-là. C'est-à-dire que pour faire se croiser 2 trolleybus avec une voiture stationnée, c'est un petit peu compliqué. Et encore, là, c'est une des portions les plus larges. Donc, c'est quand même une voie qui était compliquée à circuler. Et cette situation-là perdure jusqu'aux années 60, à la fin des années 60. Plus précisément en 67, où la décision est prise par les services de l'État de percer un tunnel sous Fourvière. Et donc là, on va avoir, sur fonds de l'État, en l'occurrence le fonds d'investissement routier, un fonds qui repose sur des taxes sur les carburants, donc dans une période où l'automobile est en pleine expansion, c'est des dizaines de milliards. Il n'y a pas de problème, il y a des sous pour faire des grands travaux. Donc, vous voyez, ça va considérablement modifier la morphologie de la montée dans sa partie basse. Et puis là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire une voie bien large. Donc les travaux du tunnel, voilà, se font, la montée est élargie avec ces travaux-là, et la conséquence, c'est que la route nationale 7 désormais laisse place à l'autoroute A7, voilà, qui passe ici. Et
ce parcours, donc, qui était le parcours de la RN7, la montée de Choulan, repasse sous contrôle municipal en 1971, donc à l'inauguration du tunnel de Fourvière. Voilà. Donc il y a encore un petit jeu de passe-passe entre les différentes administrations. Et ça, effectivement, c'est ce qui explique aussi que la mémoire de la Nationale 7, autant elle est très très forte dans certains territoires, le fameux embouteillage de la Palisse dans la Loire, là, dans le sud, il y a des musées de la Nationale 7, autant à Lyon, on n'en a absolument aucune mémoire. Le seul trace que j'ai pu retrouver, et encore, je crois qu'elle n'existe plus, j'y suis passé récemment, c'était une borne de la Nationale 7 qui avait donc sur l'avenue Barthélemy-Buyer qui prolonge la montée de Choulan. Voilà, ça c'était une borne Nationale 7, on distingue vaguement centre-ville, Bellecour, sur le écrit dessus. Bon, donc la mémoire de la RN7 à Lyon, voilà, c'était la montée de Choulan en partie, mais il en reste plus vraiment grand-chose. En termes d'aménagement, la question qui se pose après ça, c'est d'aménager un accès un peu plus direct au tunnel de Fourvière sans avoir à passer par l'échangeur de Perrache. Parce que bon, Perrache c'est bien sympa, mais c'est critiqué de toute façon dès sa construction, notamment pour le côté labyrinthique du truc. Donc pour arranger un petit peu les Lyonnais, il est décidé d'aménager une boucle pour une entrée un petit peu plus simple. Et là, on en arrive à cet urbanisme du côté de la Quarantaine, bon, avec mauvais jeu de mots de circonstances inclus aussi. Et vous voyez donc là une des photos de ce chantier, donc avec l'aménagement au milieu de cette boucle de raccordement au tunnel de Fourvière. Alors là aussi, c'est une opération, moi, que je trouve fascinante d'un point de vue d'historien de l'urbain, parce que c'est vraiment un coin où on peut difficilement trouver plus contraint pour construire des immeubles. Bon, la contrainte déjà principale, c'est la boucle. Là, vous ne pouvez pas la bouger, vous ne pouvez pas la dévier. Pour construire dessus, en termes de nuisance routière, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc il faut trouver des moyens de les réduire un peu. La deuxième contrainte, c'est la volonté des pouvoirs publics de mener une véritable opération urbaine, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de construire un immeuble, il s'agit aussi d'agir sur les alentours, parce que le quartier de la Quarantaine, ça n'a jamais été le quartier le plus classe de Lyon, quoi. Et puis, une question de patrimoine, avec la présence, en plein milieu de la boucle, des ruines d'une ancienne nécropole mérovingienne, qui a été révélée en fait bien avant les travaux du tunnel de Fourvière. Concrètement, on sait que ça existe depuis 1947, où à l'occasion de travaux sur le réseau d'électricité, les gens qui creusent tombent, tiens, c'est marrant, sur des sarcophages. Bon. Donc à partir de là, il y a eu une campagne de fouilles par des archéologues de Lyon 2. Mais à l'époque là, 1947, ça ne remet pas grand-chose en cause, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore le projet de faire le tunnel de Fourvière à cet endroit. Par contre, dans les années 70, c'est autre chose, parce que déjà le tunnel est là, et puis parce qu'on est dans une période, et ça c'est pas forcément propre à Lyon, où il y a un intérêt nouveau pour les questions d'archéologie et de protection du patrimoine. Voilà. À Lyon, on a un acteur important de ce principe-là, qui est Amable Audin, donc qui est le directeur de l'atelier municipal de fouilles, qui est en gros l'ancêtre du service archéologique de Lyon. Et Amable Audin, d'ailleurs, a eu la très bonne idée de déposer ses archives ici même, aux archives municipales de Lyon. C'est une mine d'or pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie et à la sauvegarde du patrimoine. Parce que, donc, outre son action municipale dans le service archéologique, il a fondé une association qui s'appelle l'Association lyonnaise de sauvetage des sites archéologiques médiévaux en 1974, qui milite donc non seulement pour la sauvegarde du patrimoine, mais qui organise des fouilles. Et du coup, ce site-là, de la boucle du bas de Choulan, est fouillé, entre autres, par les bénévoles de cette association au milieu des années 70. Voilà. Donc ils font des fouilles, des relevés précis, comme ça on sait précisément ce qu'il y avait dans cette nécropole, la structure, etc. Les éléments trouvés dans les tombes sont ramenés au musée gallo-romain. Ça tombe bien, il vient juste d'ouvrir. 1975, parfait, il y a de la place. Hop, on peut les mettre dedans.
Et donc, il y a mobilisation pour sauver et valoriser les restes de cette basilique. Cette mobilisation, elle est d'autant plus importante qu'elle est relayée par le comité de quartier, en l'occurrence le comité de quartier Saint-Just, Saint-Irénée, Fourvière, dont la présidente Monique Mordant écrit en 1983 à la municipalité. En gros, c'est un mémorandum de toutes les revendications du quartier, qui fait une vingtaine de pages, je crois. Et parmi toutes ces thématiques, un dossier spécifique archéologie, voilà, pour donc signaler la richesse du patrimoine historique dans ce quartier-là et la nécessité de le sauvegarder. Parce qu'ils savent très bien que potentiellement, ça peut être menacé par des projets architecturaux. Et vous allez voir qu'ils avaient quand même eu le nez creux. Voilà, donc pour ce qui est de cet aménagement, sachant que ce n'est pas juste une histoire de sauver les vieilles pierres. Il y a vraiment une idée derrière, de la part du comité de quartier notamment, de le valoriser et d'en faire notamment le départ de ce qu'ils appelaient un parcours de santé, avec un chemin piétonnier qui aurait démarré au bas de la montée de Choulan, et puis dans lequel les piétons auraient pu tranquillement rejoindre Fourvière, en passant par le parc archéologique de Saint-Just et pour aboutir au musée gallo-romain. Il y avait vraiment l'idée de faire un parcours archéologique en commençant par Choulan. Bon, on sait aujourd'hui que ce parcours-là, il n'a pas été réalisé, mais il y avait vraiment des idées de valorisation derrière. Valorisation d'autant plus que ce quartier, la Quarantaine, c'est franchement considéré comme un quartier périphérique. C'est même considéré comme un quartier encore plus verrouillé par l'aménagement du tunnel de Fourvière. Ça, ce sont les mots de Jacques Lafargue en 1984. Il est à l'époque conservateur au musée gallo-romain de Lyon. Et donc, il s'intéresse à ce site en expliquant que voilà, c'est verrouillé par un no man's land. Et il qualifie cette boucle autoroutière d'une ceinture qui vraiment verrouille, enserre le quartier. Voilà. Donc, il fait pression, ainsi que les autres acteurs que je viens de citer, pour un projet de restructuration du quartier. La municipalité fixe un cahier des charges à ce projet où il y a en gros 3 points principaux. Il y a un point désenclavement, c'est-à-dire relier ce quartier de la Quarantaine à la montée de Choulan et au quartier Saint-Georges du mieux possible. Un deuxième point qui est de garnir l'espace de la boucle autoroutière. C'est pas encore très précis sur ce qu'on va mettre au milieu, mais on sait qu'on va mettre quelque chose au milieu, on va pas le laisser vide. Et troisième point, l'ambition de construire un bloc HLM auprès de la colline. Ah, c'est en l'occurrence ce bloc-là qui existe aujourd'hui, avec une place publique devant, qui serait, alors dans le vocabulaire de la ville, le point de convergence de la rue de la Quarantaine et des circuits piétonniers. Donc l'histoire des circuits piétonniers, elle est toujours un petit peu en tête. Ça a des conséquences pour la valorisation de cette nécropole, donc qu'ils appellent désormais la basilique Saint-Laurent de Choulan. Le principe, c'est donc, elle est là, de l'intégrer dans un aménagement plus large du quartier, donc en lien avec les autres sites archéologiques de la colline de Fourvière. Je cite encore Jacques Lafargue, le but c'est que cette nécropole devienne un signal et un appel vers le parc écologique de Fourvière et les circuits historiques. Bon, c'est quand même un petit peu compliqué vu la situation du quartier quand même. Et c'est là qu'entrent en scène 2 architectes. Enfin, l'architecte René Gagès, donc qu'on connaît déjà bien parce que pour ses réalisations, le centre d'échange de Perrache, qui s'engage donc dans ce projet avec son cabinet, dont en première ligne l'architecte Guy Vandera. Et voilà, en gros, ils ont l'habitude de faire de l'empilement des fonctions urbaines et de construire sous contrainte, puisqu'ils viennent de concevoir le centre d'échange de Perrache, donc inauguré juste avant, en 1976. Là, la particularité, c'est qu'ils ont affaire avec une architecture institutionnelle encore plus complexe, parce qu'il y a un tas d'acteurs qui sont en jeu sur ce site. La municipalité, évidemment, le conseil général, un nouvel acteur apparu depuis 1969, la communauté urbaine, du privé, des entreprises, on va voir juste après lesquelles. Et puis, pour simplifier un petit peu tout ça, mais je doute qu'en fait ça ait simplifié grand-chose, la communauté urbaine décide de confier le pilotage du projet à Lyon Parc Auto, qui a été créé pas longtemps avant.
Le principe, je pense, c'était que vous allez le voir juste après sur le premier projet, c'était de faire des étages de parking. Donc pour les parkings, Lyon Parc Auto, c'est pas complètement incohérent. Le principe, je pense, surtout, c'est pas dit dans les dossiers, c'est mon hypothèse, c'est que le fait que Lyon Parc Auto soit une société d'économie mixte, donc qui fonctionne avec des capitaux publics et privés, ça permettait peut-être au pouvoir public d'avoir une certaine souplesse sur cette opération, puisque il y avait des acteurs privés partie prenante et également des acteurs publics. Bon, le fait est que je crois que Lyon Parc Auto aujourd'hui n'est plus du tout gestionnaire de cet immeuble. Voilà. Mais à un moment, il est apparu dans les archives, ça m'a un petit peu interpellé. Alors, premier projet donc, de René Gagès, septembre 1973. Voilà, on est sur du bien rectiligne, avec plusieurs étages de parking, y compris donc ici, on est sur les ruines de la basilique. Donc clairement, voilà, c'est tout à fait secondaire dans le plan. Enfin, en fait, il prévoit carrément de la recouvrir, c'est pas du tout pris en compte. Voilà, des places de parking à tous les étages, donc total, ça fait en gros un peu plus de 300 places dans cette partie-là, plus 300 derrière parce qu'il prévoyait un parking en silo sur ce qui est actuellement la place Pierre-Baussan. Donc là, pour le coup, voilà, on avait plusieurs centaines de places de parking. On est dans du bon gros projet d'urbanisme automobile. Bon, ces places de parking ne sont pas là pour rien non plus, dans la mesure où ce premier projet, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais oui, un petit peu, avait pour objectif d'accueillir un hôtel sur 8 niveaux. Donc on est sur de l'hôtel entre 250 et 300 chambres, ce qui est vraiment une assez grande dimension. Et puis juste à côté, histoire de vraiment pas perdre d'espace, un immeuble de bureau sur 10 niveaux. Sachant que la boucle autoroutière avec les voitures, elle est ici. J'aime bien en plus, je ne sais pas si c'est les petits dessins de René Gagès, mais les petits trucs orange, là voilà, là on a une petite voiture, là des petits arbres et tout, voilà. C'est sympa, ça tempère un petit peu l'austérité de ces plans. Voilà, donc un hôtel, un immeuble de bureau. Pour ça, donc un groupement public-privé est constitué, avec notamment, parmi les sociétés parties prenantes, la Société des Grands Travaux de Marseille, donc de l'entreprise de BTP qui a de l'expérience dans le domaine, la Compagnie des Wagons-Lits, qui est experte aussi dans l'aménagement d'hôtels. Quelques acteurs locaux, on retrouve Paul Bocuse dedans. Donc on se disait que peut-être il avait flairé l'opportunité de mettre un resto au dernier niveau de l'hôtel. Pas impossible. Et puis donc ce groupement de travaux se charge de trouver des entreprises potentielles pour établir cet hôtel. Et des contacts sont établis, alors pas avec n'importe quel groupe hôtelier non plus. J'ai pu relever donc, dans les archives de René Gagès des contacts avec les groupes Sheraton, Hilton et Ritz. Le principe, c'était vraiment de faire un hôtel 4 étoiles qui, à l'époque, manquait un petit peu à Lyon. L'hôtel le plus prestigieux, c'était le Sofitel à Bellecour. Et beaucoup d'acteurs jugeaient que c'était pas forcément suffisant par rapport à l'attractivité touristique de la ville. Voilà, donc volonté de faire un hôtel de luxe à cet endroit-là. Bon, je ne vous raconte pas le prix des chambres ici, franchement, j'aurais pas forcément aimé y être, mais bon. Et donc dans ce premier projet, vous observez qu'il n'y a absolument aucune prise en compte des vestiges de la basilique. Puis, en passant, pour faire de l'urbanisme automobile, hop, une petite trémie là sur les quais de Saône. Ça mange pas de pain, il y a des projets partout dans la ville pour ça. Bon, là, jusque-là, on est dans de l'urbanisme automobile à fond. Bon, 73, à la suite de ce premier projet, on a un certain nombre de débats sur ce projet architectural avec des réunions de coordination. Les problèmes de nuisance sont quand même un petit peu posés. Voilà, les gens n'ignorent pas non plus que des centaines de milliers de voitures qui empruntent une boucle au milieu d'un immeuble, ça va faire un peu de bruit, voire un peu de pollution. Il y a des problèmes d'intégration au paysage aussi. Mais bon, pas mal se disent que finalement, il faudrait juste coordonner ces immeubles avec l'architecture des tunnels de ventilation et puis ça formera un paysage harmonieux.
pourquoi pas. Et du coup, la Courlie, donc par la voix de son urbaniste Charles Delphante, demande à René Gagès de modifier un petit peu son projet, et notamment de modifier l'orientation du bâtiment pour l'éloigner un petit peu de la circulation routière. C'est pour ça qu'on retrouve dans ces archives d'autres variantes, notamment des variantes où les immeubles sont un petit peu plus éloignés de la boucle. Et puis après la boucle, il a essayé de la meubler là, voilà, avec des espaces verts, ici avec un parking. Bon, on met un petit peu ce qu'on peut. Là encore, toujours aucune trace des vestiges, mais simplement la volonté de limiter un petit peu les nuisances. On observe d'ailleurs que sur ces projets d'immeubles vraiment proches des axes routiers, c'est pas là que sont les projets de logement. Voilà. Tout n'est pas fait par hasard quand même. Et j'ai envie de dire heureusement. Bon, problème de ces projets-là, 1978, les services de la communauté urbaine de Lyon jugent que ce projet-là ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols, notamment sur les questions des fouilles nécessaires de la basilique. Donc, on peut voir là-dedans l'action d'Ama Blodin, du service archéologique, des associations. Ça me paraît assez probable. Mais du coup, le projet entre vraiment dans une deuxième phase où là, il s'agit d'intégrer pleinement les vestiges de cette basilique. Du coup, plus question de la recouvrir par un parking. Et des enjeux également de fouilles et de valorisation touristique. Bon, ça amène un petit flottement dans le projet de l'architecte. Typiquement, dans ses archives, on ne retrouve rien entre 1976 et 1984. Donc, probablement que le projet a connu un petit coup d'arrêt. Et 1984, le projet est relancé, aboutissant à l'immeuble qu'on connaît aujourd'hui, qui porte le doux nom de Highway. Là, alors, celui qui a trouvé le nom, franchement, voilà, c'est plutôt adapté à la situation. Donc, le projet est relancé en 84. Cette fois-ci, adieu l'hôtel, bonjour les bureaux. Voilà, donc ça sera exclusivement un immeuble de bureaux. Et l'ensemble est intégré, là encore, dans une opération plus large appelée Kitchener Quarantaine, pour intégrer plus ou moins le pont au quartier. Voilà, pour faire une vraie opération urbaine. En l'occurrence, j'aimais bien le titre de cet article du Progrès, « Habiller une boucle ». Voilà, parce que c'était vraiment la conception d'un quartier. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment fascinant dans les partis pris de l'architecte, c'est qu'il a vraiment joué avec la boucle. C'est-à-dire que l'immeuble est intégré dedans. Là, typiquement, on le voit peut-être mieux sur cette image, la boucle passe à l'intérieur de l'immeuble. Et il a joué sur les formes rondes. Voilà. L'immeuble épouse parfaitement la courbure de la boucle autoroutière. Et ce thème rond, circulaire, on le retrouve aussi dans l'aménagement des espaces publics de la place, juste derrière, et dans la disposition des immeubles de logement derrière la place Baussan. Voilà, donc on sent qu'il s'est un petit peu amusé à répliquer ces formes. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Et puis, il y a un empilement de fonctions dans cette opération il a vraiment dû, je pense, s'arracher les cheveux pour arriver à intégrer tout ça. Là, on le voit assez bien sur ces plans extraits de, je crois, une revue d'architecture. Bon, il y a tout un tas de choses là-dedans, mais c'est surtout les plans, les coupes là verticales qui sont intéressantes. Étage du bas, les vestiges. Au-dessus, l'immeuble de bureau. Derrière, un gymnase public. C'est d'ailleurs l'infrastructure qui est la plus proche de la montée de Choulan, donc de l'endroit où les voitures mettent un bon coup d'accélérateur pour prendre de l'élan dans la montée. Bon, je ne vous raconte pas le relevé des taux de pollution à cet endroit-là. Franchement, vaut mieux être à l'intérieur du gymnase. Voilà, mais en tout cas, le fait d'avoir un gymnase public donc surélevé par rapport au reste, ça permet d'achever le remplissage de la boucle tout en réglant un petit peu ce problème de nuisance, dans la mesure où ce n'est pas un lieu dans lequel on vit. Quant au logement, donc les 66 logements en accession à la propriété, ils sont mis du coup un petit peu plus loin par rapport à la boucle, ce qui permet là encore d'éviter d'éviter. Ça évite pas totalement les nuisances, vous vous en doutez, mais ça permet au moins d'éviter les protestations éventuelles d'habitants vis-à-vis de ces nuisances.
Voilà. Donc finalement, une approche un empilement de fonctions assez remarquable et une approche assez ouverte de cet ensemble. Ce que dit Gagès, il explique ça dans un des rapports sur ce projet. Il explique: j'ai voulu rendre le quartier poreux, avec des passages couverts pour les piétons, d'où l'on verra le site archéologique. Et c'était tout l'intérêt du plan de gauche que je vous ai mis là. C'est que on rentre par ici. Hop. Et là, il a conçu ce qu'il appelle lui-même une rue piétonne, donc qui traverse le bâtiment et qui permet, là sur la gauche, de voir les vestiges, avec des passerelles pour les admirer en hauteur. Bon, on va voir juste après le devenir de cette rue piétonne, qui était en fait une idée que je trouve tout à fait géniale sur le papier et qui a complètement foiré dans la réalité. Bon, comme beaucoup de grandes idées. Voilà. Concrètement, là c'est une photo que j'ai prise pendant les journées du patrimoine, parce que c'est les rares moments où ce site est ouvert, où donc il y a eu l'aménagement d'une passerelle en hauteur pour bien pouvoir admirer les vestiges d'en haut. Et ce site est vraiment super du point de vue transmission au public, parce que c'est un site qui est extrêmement lisible. On voit bien la structure des fondations. En tout cas, sur une visite guidée avec quelqu'un qui connaît un petit peu quelque chose, c'est tout à fait simple à expliquer. Et puis, on voit bien là les tombeaux, leur position, etc. Voilà. Et là, on a donc une vue sur ce qui était la rue piétonne conçue par Gagès, avec, pareil, de la surface vitrée pour qu'on puisse regarder les vestiges depuis là. De même, c'était censé être visible depuis la rue. Bon, aujourd'hui, vu l'état des vitrages, faut vraiment avoir une très bonne vue ou qu'il y ait une très bonne lumière pour y voir quelque chose là-dedans. Clairement, vaut mieux attendre les journées du patrimoine. Donc voilà, c'était vraiment conçu, cet immeuble, pour valoriser ces vestiges. Avec la passerelle, avec aussi des fresques là pour accompagner les visites. Voilà, donc un dispositif pédagogique fait pour, en coopération avec donc Jacques Lafargue du musée gallo-romain, qui est assez ambitieux dans ses rapports. Il explique notamment que ce site-là, c'est génial à valoriser parce que c'est un site qui voit le passage de millions de personnes. Alors c'est vrai, il a tout à fait raison, des millions de personnes qui passent. Sauf qu'elles passent en voiture et qu'elles ne s'arrêtent pas. Voilà. Et pour les automobilistes, c'est quasiment invisible. Et assez peu de personnes finalement savent ne serait-ce que l'existence de ce site. Et puis les piétons dans ce lieu, faut quand même vraiment le vouloir pour aller s'aventurer là quand même. Hein. Voilà. Alors que c'est conçu par l'architecte. Le devenir de tout ça, de cette idée géniale de rue piétonne, on en a l'épilogue dans les années 90-2000. Avec là encore un titre et un jeu de mots particulièrement mauvais. L'immeuble est donc achevé en 1989, avec donc surtout des bureaux qui ont abrité pendant longtemps la rédaction du journal Lyon-Figaro. Et c'est assez intéressant quand on fait des recherches sur ce bâtiment, parce que les journalistes de Lyon-Figaro ont pris beaucoup de photos du bâtiment. Très jolies, avec des beaux angles, belle qualité, tout ça. On les trouve en ligne sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon. Donc on a vraiment des belles vues de cet immeuble highway. Voilà. La rue piétonne conçue par Gagès est au départ ouverte au public. Voilà, pas de problème. Il y a toujours l'ambition dans les années 80 de faire je cite là encore Lafargue, un circuit des origines chrétiennes de Lyon. Voilà, ça a varié un petit peu entre circuit archéologique, circuit des origines chrétiennes. Le fait est que de toute façon la réalisation du circuit n'a pas varié, hein, c'est toujours pas concrétisé. Et le problème, c'est que cet espace, assez peu accessible, assez périphérique, assez mal connu du public, il est assez peu fréquenté, et voire jugé pas très bien fréquenté. Donc la dégradation de cette rue piétonne et des espaces attenants est finalement assez rapide. On retrouve, ça c'est dans les archives municipales sur ce dossier-là, des interpellations des entreprises qui ont les bureaux dans le highway pour dire à la ville, faites quelque chose parce que nos entrées sont squattées, il y a du vandalisme, il y a danger, des squats, des trafics divers. Visiblement c'était un spot de trafic assez bien connu dans les années 90.
Donc la ville réagit, notamment en 2001 avec l'aménagement du hall d'entrée du highway davantage sur la rue, ce qui condamne en partie la rue piétonne, la mise en place de caméras de surveillance, classique, et puis finalement en 2003, la ville finit par fermer complètement les accès piétons. Donc plus d'accès possible à la rue piétonne de Gagès et à l'espace des vestiges, en dehors des journées où quelqu'un vous ouvre avec sa clé. Voilà. Donc 2003, ça met un terme à cette ambition, finalement, de René Gagès, de donner à ce quartier une véritable urbanité et puis une véritable attractivité aussi touristique potentielle. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un petit peu une boucle qui tourne en rond. Voilà. Conclusion de tout ça, moi, les quelques éléments que j'ai retenus de cette étude de cas et que je voulais partager, c'est vraiment la force de ce que certains historiens ont appelé l'urbanisme automobile, qui est non pas fait par l'automobile directement, mais un urbanisme contraint par les infrastructures routières. Et là, je tiens à faire la distinction entre l'automobile et la route. Là, il s'agit vraiment d'une boucle routière, même autoroutière, qui représente une contrainte quand même assez importante. Donc là, en l'occurrence, ça contraint l'urbanisme, mais je pense aussi que c'est ça qui a stimulé la créativité de Gagès. Visiblement, enfin, je sais pas, j'ai pas eu le plaisir de le connaître, mais j'imagine volontiers quelqu'un qui aimait les challenges, quoi. Voilà, que plus c'était compliqué, mieux c'était. Un deuxième point, donc, sur l'opposition archéologie contre nécessité de la circulation. Là, on a pu voir avec ce cas la force des compromis politiques. Au départ, il paraissait évident pour tout le monde que la nécropole mérovingienne allait disparaître sous le bitume. Bon, finalement, grâce à l'action d'associations locales, on a pu sauver cette basilique et ses vestiges. Bon, c'est quand même un acquis assez important. Et puis, effectivement, une découverte, enfin en tout cas pour moi, ça a été une découverte de l'œuvre de René Gagès, ou d'une partie de son œuvre, qui m'a vraiment frappé par sa volonté et puis d'une certaine manière sa réussite, parce que le centre d'échange de Perrache, l'immeuble de la montée de Choulan, c'est critiqué, mais l'air de rien, en termes de cumul de fonctions, ça marche. Voilà, à Perrache aujourd'hui, il y a un nombre inimaginable de fonctions concentrées au même endroit, et pourtant, voilà, ça tourne. Donc c'est là-dessus que je terminerai, et je vous remercie pour votre attention. Écoutez, c'est très bien parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Donc si quelqu'un a une question à poser, je lui laisse la parole. Quelqu'un se lance? Alors, pas pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Moi, j'aurais une question à te poser parce que ton étude est extrêmement intéressante. Et je voulais savoir si... j'avais vu qu'il y avait le pont de la Guillotière qui était également en rouge sur ton plan. Oui. Et je voulais savoir si tu avais fait également une étude sur l'évolution du passage sur les ponts. Oui, alors sur le pont de la Guillotière, en plus, c'est magnifique, ça fait la connexion avec la conférence d'aujourd'hui. J'avais fait une conférence en 2017 pour la Société d'Histoire de Lyon sur les conflits d'aménagement autour du pont de la Guillotière au XXe siècle. Et donc cette conférence est toujours disponible en ligne, du moins les captations vocales. Et je crois que ça va être la même chose pour celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter cette conférence. Et puis à me poser des questions de toute façon. C'est vrai que j'ai pas mis mon contact, mais si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouvez mon adresse mail. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours content d'y répondre. Mais oui, le pont de la Guillotière, dans le genre conflits et projets architecturaux fascinants, c'est pas mal non plus. Allez, tu veux le micro ? Ah ouais, tiens. Non, micro.
Merci. Il y a eu une anecdote qui a retenu mon attention, c'est celle des lampadaires du pont Kitchener. Visiblement, il y a un lampadaire qui est différent des autres. D'où vient cette anomalie? Et surtout, est-ce que ça s'explique par une volonté de patrimonialisation même du vieux mobilier urbain en quelque sorte? Non, alors effectivement, c'était le lampadaire du pont de l'université, non pas du pont Kitchener. Kitchener, ils sont à peu près normaux, je crois. Effectivement, pont de l'université, il y a un lampadaire différent des autres. Bon, je vais faire bref parce que c'est toute une histoire. Mais en gros, l'explication qu'ont donné les services de voirie, c'est qu'à un moment donné, à la fin des années 90, ils ont voulu faire un essai pour des lampadaires un petit peu plus historiques en termes d'esthétique. Et ce lampadaire-là, il se différencie notamment des autres parce qu'il est un petit peu plus petit. Et puis, il est un petit peu plus ouvragé, avec des formes, voilà, des rondeurs, des formes d'inspiration végétale. Voilà. Et il y avait un petit côté patrimoine, mais pastiche de patrimoine. Voilà. C'était histoire de dire, on va donner une ambiance un petit peu plus belle époque, quoi, année 1900, qui est les années 1900, c'est à peu près la date de construction du pont de l'université. Voilà. Donc il y avait une petite tentative de patrimonialisation. Ils ont fait un essai avec un lampadaire. Les services techniques, c'est souvent ça, ils font des petits essais comme ça pour voir, et puis un an ou deux après, ils voient, soit ça marche et puis ils généralisent, soit ça marche pas, et puis ils enlèvent, ou alors dans ce cas-là, ils ont constaté que ça marchait pas, et puis ils ont laissé comme ça. Parce qu'après tout, ça coûtait plus cher de l'enlever, d'en remettre un, plutôt que de le laisser là, puis de toute façon, personne s'en apercevait, donc ils pouvaient bien le laisser là. Bon, maintenant, vous êtes 50 personnes à partager ce secret, donc... Voilà, j'espère qu'ils vont le laisser quand même, parce qu'il est joli, ce lampadaire. Enfin, moi, j'aime bien. Oui, j'avais une question concernant la présentation, et notamment la fin de la présentation. Dans le début de ta présentation, on voit intervenir les populations par des pétitions. Ouais. Qu'en est-il de la fin de la période pour la montée de Choulan? Est-ce qu'on a des populations qui réagissent aux aménagements de manière positive ou négative? Est-ce qu'il y a des réactions à ces constructions architecturales et autoroutières ou pas? Alors en fait, beaucoup moins. Beaucoup moins parce que les pétitions que j'ai montrées, là, on les observe surtout fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Où vous avez des riverains d'une rue qui n'hésitent pas à écrire une petite lettre à la municipalité pour faire part de leurs doléances. Par la suite, notamment avec le développement des comités d'intérêt locaux, qui sont nos comités de quartier lyonnais, les revendications des riverains passent beaucoup plus par l'intermédiaire de ces comités. C'est pour ça que sur le cas de la rue de la Quarantaine et des Vestiges, c'est le comité de quartier Saint-Just-Saint-Irénée qui porte en fait la parole des riverains. On a très très peu de lettres directes, mis à part des fois des petits conflits d'usage du style le riverain qui aimerait bien qu'on aménage un petit peu mieux l'entrée de son garage parce qu'il y a toujours des gens qui se garent devant. Mais voilà, il n'y a pas en tout cas, j'ai pas retrouvé dans les archives de contestation riverain de la montée de Choulan de ce type d'aménagement. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant la fameuse fosso qui était prévue sur la place Bellecour. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas été créée analogiquement sur la fosse aux ours qui a été après le pont de la Guillotière? Pour justement... parce qu'elle a été quand même beaucoup plus tard. Alors, est-ce qu'il y a une analogie entre les deux? Alors, il y a une analogie du point de vue des formes urbaines. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans le même contexte. Le projet que je vous ai montré là pour la place Bellecour, c'était 1960. La fosse aux ours, elle a été aménagée en gros entre 58 et 60. Donc on est à la même période. Et c'est une période où effectivement le côté rond-point est à la mode, la forme urbaine de rond-point. Et puis le côté des aménagements fonctionnalistes à plusieurs étages, c'est à la mode aussi. Donc ce qui les relie en fait, c'est que c'est des infrastructures de leur temps. Aujourd'hui, on ne songerait plus à aller construire des ronds-points à plusieurs étages comme ça parce qu'on en connaît les difficultés, notamment en termes d'accessibilité et de danger quand on s'y balade la nuit, concrètement. La différence, c'est que le projet sur la place Bellecour, c'était un projet municipal.
initié par l'équipe de Pradel et ça aurait été financé en grande partie par la municipalité de Lyon, alors que la fosse aux ours, donc au débouché du pont de la Guillotière, c'est un ouvrage quasi intégralement financé par l'État et aménagé par le service des ponts et chaussées. C'est vraiment de l'ouvrage routier, j'allais dire dans sa plus belle expression, sans argument esthétique, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, c'est la plus belle expression de la rationalité des ingénieurs des ponts et chaussées. Donc, ce n'est pas les mêmes acteurs, mais c'est le même type de forme, tout simplement parce que c'était la mode à l'époque. Y a-t-il une autre question? Hop, pardon. Oui, bonsoir. Dans vos recherches historiques, parce que j'ai participé au début des années 60 à un colloque qui avait lieu à la salle Rameau. Alors je me souviens plus si c'est 62 ou 63. Est-ce que vous avez trace éventuellement de ça? Où Charles Delphant, urbaniste, la revue Architecture avec son directeur, ainsi de suite, avait organisé ce colloque sur l'aménagement à Lyon et la nécessité de faire le tunnel de Fourvière pour faire passer l'autoroute dedans, quoi. Donc, de mémoire, c'est un truc assez important, mais je n'arrive pas à trouver de compte-rendu à l'époque, j'ai pas pris de notes. Alors, c'était très intéressant parce qu'on justifiait la nécessité de faire ce tunnel et l'arrivée de l'autoroute dans Lyon. Et M. Pradel avait fait la conclusion en fin de soirée en disant ce tunnel est nécessaire. Sur 10 000 voitures à l'heure, il y en a bien 2 000 qui s'arrêteront à la brasserie Georges. Donc si c'est bon pour la brasserie Georges, c'est bon pour Lyon. Tout le monde avait applaudi. Et le lendemain, Le Progrès avait titré, avec un journaliste, M. Pradel est d'une inculture à montrer dans les foires. Donc ça donne l'ambiance de l'époque. Est-ce que vous avez des traces de ce colloque? Alors, ce colloque, je ne l'ai pas rencontré dans mes recherches historiques. Après, on ne peut pas non plus tout voir. En revanche, là où il peut y avoir des traces, et c'est une mine d'or du point de vue d'archives que j'ai exploré à 0,1% de sa capacité, c'est les archives de Charles Delphant, qu'il a déposées ici même aux archives municipales, sous plusieurs fonds, et notamment, il a déposé des archives avec des notes de réunion. Enfin, c'était un type qui non seulement notait tout, mais en plus avait l'excellente idée de garder tout. Et donc, probablement qu'en fouillant un petit peu dans ses archives, en plus il avait classé par ordre chronologique, le gars, voilà, quand on est historien, les archives de Charles Delphant, mais c'est du pain béni. Donc je pense qu'en allant fouiller un petit peu là-dedans, on peut tout à fait retrouver trace de cet événement, oui. Bon, voilà. Ça serait intéressant, effectivement. Je m'aperçois que jeune étudiant architecte à l'époque, j'avais peu de camarades qui m'avaient suivi à ce colloque, parce que j'en ai encore trouvé aucun qui a le même souvenir que moi. Alors ça m'inquiète. Ouais, puis effectivement, c'est des traces essentielles aussi de la période et de l'action de Louis Pradel à Lyon, qui, je pense, mérite d'être réévaluée. Voilà. Le cliché, les images que je montrais tout à l'heure, extraites de Charlie Hebdo, sur Pradel le bétonneur, l'autocrate, qui décide tout, qui bétonne la ville, tout ça, ça mérite d'être un petit peu nuancé, notamment avec le rôle des ingénieurs des ponts et chaussées. Et ça, si vous vous intéressez notamment à l'histoire du tunnel de Fourvière, il y a les travaux d'un autre historien qui s'appelle Sébastien Gardon. Techniquement pas historien, mais passons. Bref, il a travaillé sur les archives de ce tunnel et il a montré notamment que le rôle des ponts et chaussées là-dedans avait été complètement sous-évalué. Qu'en gros, on avait un petit peu fait porter le chapeau à Pradel de cette opération, alors que c'était largement contraint par les services de l'État. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Le timing de la construction du tunnel de Fourvière, c'est les services de l'État qui l'ont décidé, et des membres de la municipalité de Lyon, notamment, je crois, Félix Rollet, qui était adjoint à l'urbanisme à ce moment-là, décrivent des réunions où les types des ponts et chaussées sont arrivés avec leurs projets ficelés, et on dit, le tunnel de Fourvière, c'est pour 71, nous, on creuse le tunnel, nous, ponts et chaussées, sur fond de l'État. Maintenant, vous, municipalité, débrouillez-vous pour aménager le débouché du tunnel. Bon. Et là, pour les services de la ville, pour Delphant et pour Gagès, qui a fait le centre d'échange, ça devait être quand même un sacré casse-tête.
Voilà, mais ça réclamerait encore une autre conférence. Oui, enfin là, il faudrait approfondir parce que... Voilà. Je ne vais pas tout révéler à ce moment-là, mais il y a des choses qu'on pourrait dire. C'est Tout à pas fait. grave. Par contre, l'histoire de Fos, là, vous pouvez actualiser vos connaissances parce qu'actuellement, on a creusé une à la Pardieu, puisqu'on va faire pour les vélos. Une hélice pour les vélos. Là. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y avait eu un autre projet, autre que cette autoroute en fait, qui traverse Lyon? Est-ce qu'il y a eu d'autres plans, d'autres possibilités Alors, en termes de projet autoroutier, ça aussi, ça mériterait un temps fou pour en parler. Il y a eu, là encore, œuvre des ingénieurs des ponts et chaussées, au fin des années 60, début des années 70, un projet d'un système autoroutier dans Lyon, qui est avec 14 autoroutes, qu'ils avaient nommées donc LY, voilà, pour Lyon. Et là, c'était le projet de faire des autoroutes urbaines un petit peu partout, j'exagère, mais pas loin. Et parmi ces LY, il y a notamment LY1, si je me souviens bien, qui était en fait la transformation en autoroute du boulevard périphérique. Bon, ça c'est fait. On a notre périph' Laurent Bonnevet à plein de voies, tout ça. Et il y avait également, ça je l'ai étudié plus particulièrement dans la thèse, LY4, qui visait à relier Vénissieux et La Pardieu directement, en passant par le boulevard des États-Unis. Donc en gros, transformer le boulevard des États-Unis, qui était déjà d'une bonne ampleur en termes de circulation, en autoroute urbaine. Bon. Puis là, les riverains du comité d'intérêt local des États-Unis, ils sont un petit peu insurgés quand même, quoi, qu'on transforme leur boulevard en autoroute avec des trémies souterraines et tout. Enfin, j'ai pu consulter des plans du projet, voilà, ça aurait tué toute vie urbaine en fait. Donc les riverains se sont mobilisés. Et là aussi, pour le coup, l'action de Pradel, elle est à souligner, mais pas dans le sens habituel. C'est que les riverains sont allés trouver le maire Pradel, et le maire est allé ensuite écrire au directeur de la direction départementale de l'équipement, donc anciennement les services des ponts et chaussées, pour dire ouais, non, vos autoroutes, vous êtes gentils, mais pas là, quoi. Surtout là, c'est une voie municipale, il y a des gens qui vivent, à l'époque, il y avait encore l'usine Berlier au débouché, en face du cimetière de la Guillotière. Et bon, on peut dire en raccourcissant que Louis Pradel a sauvé ce boulevard des États-Unis. Donc oui, il y a eu pas mal d'autres projets autoroutiers dont l'histoire à faire serait très très intéressante aussi. Bien, on va terminer là peut-être. Avant de nous quitter, Louis tout à l'heure rappelait qu'il y avait une exposition qui allait avoir lieu dans le hall des archives municipales, où la Société académique d'architecture de Lyon est partie prenante. Le sujet de l'exposition, c'est la rue de la République, et notamment son percement au Second Empire, mais pas que. Mais pas que. Voilà, l'inauguration de l'exposition se fait en petit comité le 13 octobre, mais après le 13 octobre, je vous invite bien sûr à aller visiter cette exposition qui sera très belle. Voilà, merci Louis Baldasseroni pour ton exposé enrichissant et bien documenté. Merci beaucoup. Merci bien, et merci à tous d'être venus.